Bonsoir à tous, merci infiniment d'être ici avec nous. Ça va être un sujet évidemment passionnant, avec des pointures sur le sujet, un sujet passionnant parce qu'il est aussi intriguant, avec aussi des points de vue qui vont s'enrichir les uns et les autres. Je vous propose de commencer directement avec nos amis de l'INSEP. Adrien, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites à l'INSEP et peut-être les cas d'usage sur lesquels vous travaillez pour bien comprendre votre travail? Bonsoir, donc je vais peut-être commencer par une présentation un peu générale et puis Adrien qui est là va aller sur du plus spécifique, on va dire. L'INSEP, c'est une maison qui accueille les fédérations sportives qui font le choix d'envoyer leurs athlètes et leurs coachs sur place. Et donc on a différents services et notamment ce qu'on appelle le pôle de la performance où nous travaillons, Adrien et moi. Donc moi je travaille sur la partie pilotage et au sein donc de ce pôle, nous avons 4 unités, dont 2 laboratoires de recherche. Et Adrien travaille dans un des laboratoires qui s'appelle l'IRMES, plus que l'IRMES. Et nous proposons en fait un ensemble de services qui sont autour de la performance. Donc les pôles sportifs qui sont chez nous font le choix de venir prendre ces services ou pas. Nous, on propose, en fait, on n'a pas de volonté d'imposer les choses. De toute façon, ça ne marche pas généralement. Et donc... dans les laboratoires qui travaillent chez nous, je laisserai Adrien sur la partie IRMES puisque c'est vraiment son secteur. Mais juste pour présenter rapidement les autres, on a un autre laboratoire qui s'appelle le laboratoire CEP qui travaille sur une vision, on va dire, à 360 autour de l'athlète sur différents axes. Donc l'optimisation, par exemple, de la performance. Donc dans l'optimisation de la performance, il va y avoir le stress environnemental. Par exemple, je vais mettre des athlètes sous pression avec de la chaleur, de l'hypoxie, donc raréfaction de l'oxygène, pour forcer l'organisme à s'adapter. Dans l'optique, en fait, de faire des compétitions où ces conditions peuvent se produire, en tout cas pour la chaleur. Mais on va aussi avoir tout un spectre plus large autour de la nutrition, du sommeil, du psycho. On a une autre unité qui est plus sur l'IT et qui là développe des applications autour du suivi des athlètes. Donc remplir par exemple des questionnaires le matin sur l'état de forme, sur la fatigue, sur l'humeur, pour essayer de renseigner un peu la dynamique qui se joue autour de l'athlète. Et donc après, Adrien en reparlera. Et puis... on va dire, on a une dernière unité qui s'appelle l'unité d'accompagnement à la performance, qui est une unité beaucoup plus opérationnelle et qui va proposer des services de réathlétisation, par exemple. Quand je reviens de blessure, mon membre n'est plus lésé, mais ça ne signifie pas que je peux supporter la charge de l'entraînement tel que je la vivais auparavant. Donc, on essaye de les remettre dans cette condition-là. On a aussi pas mal de services, je vais faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses, autour de la dimension mentale. Donc là, on a un gros sujet sur la dimension mentale. Psycho, coaching, préparation mentale, mais aussi questionnement des projets de performance, donc des fédérations et des staffs et des athlètes. Et donc là, on s'échappe un peu, on s'éloigne un peu de la donnée pour essayer de comprendre le monde de l'athlète et voir en fait, ou des staffs d'ailleurs, et voir un peu comment ils essayent d'atteindre la performance et comment ces modèles sont optimisables. Ouais. Une des particularités que j'ai découvertes en préparant notamment ce panel, c'est que finalement, vous avez un tas d'interlocuteurs qui viennent vous voir avec des commandes spécifiques et vous répondez un peu comme une agence à une commande. Vous rentrez dans des sujets selon un peu le client. On ne va pas l'appeler comme ça, mais c'est un peu ça. Tu peux nous expliquer, Adrien, certains cas d'usage ? Oui, bien sûr. En gros, par rapport à ce qu'Alex était en train d'évoquer, nous, on va traiter toutes ces données-là. Et on va répondre à des objectifs et accompagner les staffs et les athlètes, parfois aussi les fédérations. Les cas d'usage, ils sont très larges. Ça peut être création d'outils qui sont plutôt pour les décideurs. On a une équipe qui a calculé les probabilités d'être champion olympique pour l'ensemble des athlètes de la planète et de pouvoir les situer dans leur densité de concurrence. Ça peut être des outils, Chris Carling en parlait juste avant, sur l'estimation de potentiel. Donc on va accompagner les fédérations pour considérer les biais existants d'âge relatif, biologique, d'entraînement. C'est-à-dire que dans les équipes de France jeunes, mais aussi pas qu'en France, ailleurs, vous allez avoir plus d'individus qui sont plus vieux relativement, biologiquement, et qui ont pratiqué plus le sport qu'on considère, qui vont peupler les équipes de France. Donc comment on visualise ça, on repondère ses performances, on construit des parcours de vie pour modéliser les possibilités futures dans une optique non pas restrictive, mais de regarder ceux que vous êtes peut-être en train de louper comme potentiel, vous écartez actuellement. Et puis bien sûr, il y a tout le travail autour des données de l'athlète, que ce soit sur comment il s'entraîne, comment il dort, qu'est-ce qu'il mange, les modalités de récupération pour mieux individualiser, mieux se préparer sur l'affûtage pré-compétitif, sur l'estimation de risque de blessure ou de l'estimation
stratégie compétitive aussi. Donc ça rejoint un dernier volet où on nous interroge beaucoup, c'est l'analyse de concurrence, avec notamment beaucoup d'outils autour de la computer vision maintenant aujourd'hui pour éviter de mettre des capteurs sur les athlètes, d'être un peu moins présent sur chaque séance. Tu as introduit un sujet qui est clé, c'est qu'il y a la difficulté de récolter cette data. Comment aujourd'hui vous la récoltez sans trop enquiquiner les staffs et les sportifs? Quel est le champ des possibles que vous avez à votre disposition pour ensuite créer une analyse qui soit robuste et actionnable pour les staffs? C'est le nerf de la guerre. La qualité, c'était évoqué sur le topic juste avant, la qualité de la donnée. Et on intervient aussi sur la compréhension de l'objectif par rapport à l'objectif que peut avoir un entraîneur. Est-ce que c'est la bonne donnée? Et donc après, une partie de notre boulot, c'est quand même de... vous voulez mesurer ou monitorer de la fatigue, voilà tous les indicateurs qui vont être possibles pour tracer de la fatigabilité ou en prélèvement hormonal, salivaire. Et donc on offre tous les possibles avec les côtés positifs et négatifs, les biais que ça peut générer, parce qu'il y en a forcément aussi dans la façon dont on va modéliser ces données et restituer les outils qu'on fournit pour qu'ils jouent avec les données. Il y a forcément aussi des biais, donc c'est d'essayer d'être le plus déontologique autour de ça pour donner les clés, en fait, quelques clés objectivables, parce que bien sûr, on va capter qu'une petite partie de la perf et de l'environnement et du monde, et donc du coup, il faut aussi être conscient de ces limites-là. Ouais. Tu peux peut-être nous citer des exemples que vous avez implémentés pour Paris 2024 et certaines fédés, je pense notamment à la boxe. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette fédération française de boxe ? Ça, c'est un gros projet dans le cadre des programmes prioritaires de recherche où il y a eu beaucoup de fonds pour les Jeux de Paris de collègues sur le projet Perf Analytics où en fait ils ont entraîné des algos de computer vision où maintenant à partir d'une vidéo, à la base c'était pour analyser la concurrence et en fait on s'est rendu compte que c'était aussi un super outil qu'ils avaient construit pour monitorer au quotidien les athlètes puisqu'avec votre smartphone ou une vidéo et automatiquement sont reconnus les boxeurs, la distance qu'ils vont parcourir, on peut enrichir la vidéo et donc sur le ring, on voit le heatmap de déplacement des athlètes, les distances de garde, quand est-ce que les coups sont portés ou pas. Et puis ils l'ont également couplé, les collègues, là, Issa Moussa et Guillaume Soler l'ont également coupé sur des test events et des championnats de France avec des capteurs dans les gants pour, lorsqu'on détectait que ça touchait, quel était le réel impact qui était encaissé. Et donc là, c'est l'avancée aussi qu'on peut trouver dans le cheminement de l'utilisation des données. On arrive avec un objectif et au fur et à mesure, c'est très itératif, ça apporte quelque chose en plus pour les staffs et on continue le projet. Dans la thématique de ce panel, il y a le côté intuition, un côté adaptation sur lequel on va beaucoup revenir avec Christian. Je voulais aussi vous questionner, peut-être Alexandre, sur l'analyse des momentum psychologiques de certains matchs. Tu parlais de cette cellule, notamment à l'INSEP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un momentum psychologique qui bascule une partie d'un côté ou d'un autre et comment vous travaillez sur cet élément ? Alors là-dessus, je pense que les cas les plus significatifs, ils se font souvent dans les débriefings, c'est-à-dire que post-compétition, post-jeu notamment, pour les fédérations volontaires, et l'Agence nationale du sport a quand même fait un travail aussi dessus, post-Paris 2024. On organise des sessions où on va débriefer le match, la partie, et où on va questionner à la fois les entraîneurs et les athlètes sur les moments de match où ça bascule, pour confronter enfin les points de vue. C'est-à-dire que les entraîneurs peuvent avoir une vision de ce qui s'est passé et estimer que ça se joue à tel endroit, et l'athlète va expliquer pourquoi il a fait ce choix-là à ce moment-là, et permettre en fait de faire naître du dialogue en fait au sein des différents acteurs, non pas pour forcément comprendre d'où vient le problème, mais plutôt pour se questionner sur ça maintenant, comment est-ce qu'on va le traiter par la suite, quelles sont les différentes approches qu'on doit faire, est-ce que là en fait tu t'écroules physiquement parce que tu n'as plus de jus, si oui, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là on peut repartir sur ces logiques d'AMS et de suivi, sur quelle a été la prépa qui a été mise en place, est-ce qu'elle a été pertinente ou pas, ou bien est-ce que c'est psychologique, est-ce que là tu n'y crois pas en fait, tout ce genre d'aspect-là. Et donc on n'a pas forcément des data métriques qui remontent de la vidéo, mais c'est plutôt l'analyse visuelle qui va se faire entre les différents staffs et derrière la data pour venir nourrir via l'historique les analyses. Super, Christian. On va parler de tes super projets. Tu es explorateur et chercheur.
C'est un peu comme ça qu'on peut te définir. Tu as lancé une boîte qui s'appelle Human Adaptation et qui fait des expérimentations dans des situations extrêmes où tu vas justement essayer de voir comment l'humain s'adapte à des situations. Toi, la récolte de data, l'expérimentation, ça te sert à quoi au final? Qu'est-ce que tu vas chercher? Bonjour. Alors effectivement, moi je dirige un institut qui travaille sur ce qu'on appelle la mécanistique adaptative, physio-cognitive et sociale de l'adaptation. Donc c'est vraiment comment une personne est capable, dans un contexte environnemental donné, de trouver une mécanique adaptative pour pouvoir être performant dans un contexte qui, a priori, est plutôt contraint. On a parlé de la chaleur tout à l'heure, on peut parler de plein de domaines. Et d'essayer, en fait, d'abord de comprendre cette mécanique, de voir comment on évolue dans cette nouvelle condition. Et donc, nous, la data, elle nous sert à comprendre quelles sont les étapes d'évolution d'une personne pour qu'on puisse modéliser, en fait, cette mécanistique adaptative. Puis d'aller chercher ce que nous, on appelle les glitches, enfin, ces choses qui, tout d'un coup, font des ruptures. Alors que tout pouvait être prévu. On a parlé tout à l'heure de la prédiction que l'AI peut donner. Nous, on est presque sur le contraire. On essaie de travailler sur tout ce qu'on ne peut pas prédire et qui va tout d'un coup se déclarer dans un moment qui n'est pas prévu, soit pour créer une négativité, soit au contraire pour créer une impulsion de sortie d'un moment de ce qu'on appelle nous d'apathie dans l'entraînement. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des événements qui vont intervenir sur le parcours, par exemple, d'un athlète ou d'une personne qu'on amène sur le terrain. Je vous donne un seul exemple qui, pour moi, que tout le monde connaît, qui est édifiant, mais qui explique bien ce que je veux dire. C'est Simone Biles, plus grande gymnaste du monde, 4 championnes olympiques en 2016. Elle arrive en 2021 à Tokyo pendant la Covid. Elle va pour sauter. Et elle est incapable de sortir un saut qu'un athlète, une gymnaste junior sortirait sans problème. Parce que tout d'un coup, en voyant une chose, et ça, elle l'a décrit très bien dans un papier qu'elle a écrit, ça lui a tout d'un coup est remonté les agressions sexuelles qu'elle a subies par son médecin, le médecin de la fédération sportive. Et c'est vraiment tout d'un coup cet événement qu'elle voit à Tokyo qui fait remonter ça, et c'est terminé. C'est une séquence qu'on voit dans le documentaire sur Simon Biles sur Netflix que vous pouvez complètement regarder. Petit aparté. Super, regardez-le parce que c'est édifiant. Et évidemment, elle va se reconstruire derrière, elle va regagner, elle va redevenir championne olympique. Ce que je veux dire, c'est que nous, on essaie de comprendre pourquoi, à certains moments et certains événements, vont amener un séparateur de fonctions cognitives qui va empêcher ou aider une personne de s'en sortir. Et nous, comme on travaille sur des terrains extrêmes, des terrains réels de conditions, c'est très important de le comprendre parce que contrairement aux athlètes, et alors sans du tout dénigrer, parce qu'au contraire, ce que font les athlètes, c'est extraordinaire, mais souvent on a une question de vie ou de mort dans ce qu'on fait, et si on a le glitch au mauvais moment, ça marche moins bien. Et en montagne, enfin c'est aussi des athlètes d'ailleurs, en montagne, il y en a beaucoup ça. Et est-ce que tu arrives à du coup périmétrer ce qui drive le bon glitch du mauvais glitch? Alors ça, non, on en est très très loin pour plein de raisons. D'abord parce que les outils de mesure, alors on en parlait tout à l'heure, l'outil de mesure dans des conditions extrêmes, il est limité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un super outil qui marche en laboratoire, vous l'emmenez sur un terrain réel et puis il vous donne une data soit pas du tout, soit complètement faussée. Donc nous, on doit déjà trouver les bons outils. Ensuite, ces moments, ce qu'on appelle des épiphanies ou des glitches, donc le moment qui va faire sortir d'une condition apathique ou au contraire qui va vous plonger dans une situation apathique, c'est souvent des questions de secondes. Donc vous avez une poussée hormonale spécifique et il faut être capable de monitorer quasiment du 24-24 pour que tout d'un coup certains événements ressortent. Donc on peut quasiment pas le faire. Donc nous on va travailler sur des temps longs, sur des quantités de personnes importantes. Donc on va pas être capable de modéliser l'instant précis, mais quand on commence à travailler sur plusieurs années de suite, sur les mêmes personnes, sur les mêmes modèles et tout ça, on commence à voir qu'il y a effectivement des mécanistiques, encore une fois des mécaniques récurrentes qui nous font mieux comprendre. Aujourd'hui, on a pu modéliser en fait dans le parcours d'une personne qui se retrouve dans une nouvelle situation, les différentes étapes de son adaptation, et on est capable aujourd'hui de mieux comprendre, de mieux, et pas de comprendre totalement, de mieux comprendre comment aider une personne quand elle est dans ces situations où tout d'un coup, alors qu'elle a tout, qu'elle a la capacité, qu'elle a l'entraînement, qu'elle a le mental, tout d'un coup, elle n'y arrive plus. Donc ça, on arrive à mieux le comprendre et à aider un peu mieux ces personnes. Dans tes protocoles, la chance que tu as, si je peux me permettre, c'est que tu suis tes sujets tout au long et ils n'ont pas le choix de t'écouter et de faire les relevés. Si, ils ont le choix. C'est toujours un choix. La science est toujours un choix éclairé avec la capacité de s'arrêter dans un jeu. C'est pour m'aider à rebasculer sur nos camarades qui, eux, dépendent des agendas des sportifs, dépendent des desiderata des coachs de vouloir ou pas intégrer du relevé de data. Tu as introduit le fait hormonal. Pour le coup, le changement hormonal chez les athlètes, il a un impact énorme sur sa performance, sur est-ce qu'on va vers un état de flow ou un état d'apathie, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on peut extraire
comme data biologique, physiologique, je ne sais pas comment l'appeler, dans votre métier? Est-ce que c'est une data que vous utilisez aujourd'hui? Oui. Alors ça part toujours de la question. On peut aller chercher et faire des prélèvements hormonaux, des ratios cortisol-testostérone pour appréhender des niveaux de fatigue. Je dis bien appréhender, Oui. puisque c'est des interactions qui peuvent être complexes. On a un projet qui est mené par une collègue, Juliane Antero, qui, elle, fait du dosage hormonal quotidien pour intégrer le cycle menstruel dans les cycles de performance. Alors c'est déjà les cycles de perf et entre ce que l'athlète encaisse comme charge d'entraînement, comment son corps s'y adapte, c'est très individuel. Viennent se surposer les modalités de récupération, et donc tout devient très vite très individuel. Et par-dessus vient se mettre un cycle menstruel qui a un impact sur le bien-être, la fatigue, la performance. Donc c'est un exemple typique de prélèvement, mais il y en a de multiples. Dans les sports à prédominance aérobie, le prélèvement de lactate est encore quelque chose pour déterminer des seuils d'entraînement qui sont très ancrés. Donc tout dépend de la question et de trouver en fait un indicateur qui est le moins pire en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toujours des côtés négatifs et des côtés positifs, et on mesure qu'un élément dans un contexte vraiment complexe qu'il faut réussir à déterminer. Et c'est pour ça que les données aujourd'hui et les capacités de modélisation et d'avoir des grandes cohortes, des suivis très longs, permet d'aller dénicher en fait ces patterns et ces tendances pour regarder quand un athlète sort de sa variabilité individuelle ou quand une équipe perd. Tu veux rebondir sur... Non, je suis 100% d'accord. Le problème de la data, c'est qu'on peut avoir effectivement, il y a des centaines d'hormones, il y a des tas de choses qu'on pourrait mesurer. La question, c'est à quoi ça sert. Et ça, c'est d'ailleurs le défaut que nous, on avait au début dans nos missions, c'est qu'on était tellement excités d'emmener des gens dans des conditions contraintes qu'on voulait tout mesurer. Et puis après, tu te retrouves avec de la data. Et qu'est-ce que tu en fais? Et puis la réalité, c'est que tu en jettes beaucoup à la poubelle. Donc après, maintenant, tout l'enjeu, et je pense que même pour vous, c'est effectivement de décider. Ça, je le mesure parce que je pense que ça va m'aider à comprendre. C'est discriminant. Ouais. C'est discriminant. Et puis je crois qu'il faut, alors c'est ma position et c'est peut-être par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure aussi, je crois qu'il faut rester très très humble quand il s'agit de l'humain. C'est-à-dire qu'on peut modéliser, dataiser tout ce qu'on veut sur l'humain. Ça restera quand même une machine bien plus complexe que tout ce qu'on pourra imaginer, qui va avoir des instants de vie bien particuliers, qui va vivre des événements qui nous paraissent anodins à nous, mais qui sont majeurs pour cette personne, et vice-versa d'ailleurs. Et donc, oui, on peut aider, on peut modéliser, on peut donner, pour moi, des indicateurs, mais on ne peut jamais dire, ouais, ça va être comme ça, et cette personne-là, elle va finir là à tel moment. Et si jamais un jour on peut le faire, moi je crois que j'arrêterai la science, parce que de toute façon, ça veut dire qu'on aura perdu sur la machine, quoi. Ouais. Néanmoins, en préparant encore une fois ce petit panel, on s'est vu un petit peu avant et j'ai compris que la prochaine fois que je joue au loto, je t'appelle avant Adrien, puisque vous avez réussi à prévoir le nombre de médailles des Français, mais pas que des Français. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est pas une anecdote, c'est plus qu'une anecdote, c'est que vous avez été en capacité à prévoir exactement le nombre de médailles que des équipes de France allaient gagner, avec des modèles prédictifs, avec une data que vous aviez sous la main, mais qui est une data internationale. Enfin... Oui, alors on a le droit d'en parler maintenant, donc on va en parler un peu. Donc oui, on n'a pas le droit de parler, parce qu'en fait, on reçoit à peu près 100 millions de données de toutes les compétitions internationales, catégories jeunes et seniors, sur les sports olympiques, paralympiques. Et donc il y avait un enjeu de situer les Français dans leur densité de concurrence, donc on a créé des outils pour visualiser tout ça. Et puis derrière, on a quand même calculé des probabilités pour chaque athlète de bien figurer sur la compétition de demain. Alors, on n'est pas les seuls à le faire. Hein. Ça s'appelle le Medal Tracker Board pour UK Sport, les Anglais. Les Américains l'ont aussi. On les a entraînés. Nous aussi, on s'est entraînés sur des compétitions. Et ce jeu a été fait qu'avec des données de compétition. Donc, on n'a pas inclus les données françaises des charges d'entraînement, de profilage des athlètes, puisqu'on n'a pas ces données-là pour les adversaires, ou quand ils sont blessés, et ainsi de suite. On a quand même essayé par moment d'aller sur les réseaux sociaux, récupérer les informations de blessures des athlètes étrangers pour voir si, parce qu'ils publient tout globalement, ou traquer l'équivalent de l'équipe des autres nations, pour voir si c'était possible d'identifier qui était blessé et puis de savoir si c'était plutôt un événement traumatique du genou, et donc estimer qu'il n'allait pas revenir avant 6 mois à blessure équivalente dans cette discipline-là. Mais avec ce que tu disais juste avant, les équipes, on a des probabilités et des marges d'erreur. Et il y a une phrase qui me plaît beaucoup, moi,
dans un petit bouquin Frères d'âme entre Pierre Rabhi et Edgar Morin, c'est ne jamais oublier que le sûr n'est jamais certain et que l'improbable est toujours possible. Ça reste du sport de haut niveau, et donc avoir ça en tête et des marges d'erreur sur ces probas. Eh ben, je suis très jaloux, tu as une phrase de conclusion magnifique pour ce panel. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci.